Ce livre m'a laissé un goût amer, une vraie boule dans la gorge. J'en suis encore tout retourné. On parle bien du Père Goriot d'Honoré de Balzac. Et là, c'est une véritable descente aux enfers. Oui, on plonge vraiment dans les mécanismes de l'ambition, dans la cruauté d'une société qui dévore ses propres enfants. C'est impitoyable, il n'y a pas d'autre mot. Au centre de tout ça, il y a ce jeune homme, Eugène de Rastignac. Il arrive de sa province avec des rêves plein la tête. Il veut conquérir Paris. Et on est jeté direct avec lui dans le grand bain, sans aucune bouée de sauvetage. C'est l'histoire d'un type qui veut réussir à tout prix et qui se retrouve face à un vieillard qui, lui, a tout perdu. Tout perdu par amour, un père complètement ruiné par ses propres filles. C'est un truc de fou, non? Sacrifier toute sa fortune pour des enfants qui après ont honte de vous? La question qui hante tout le livre, en fait, c'est jusqu'où on peut aller pour réussir. Vaut-il mieux être un criminel cynique ou une victime aimante ? Tout commande dans un lieu qui est presque un personnage en soi, la pension Vauquer. Et il faut vraiment s'imaginer l'odeur. Balzac nous parle d'une odeur de pension, un mélange de renfermé, de rance, de misère accumulée. C'est ça, ce n'est pas juste un décor. On sent que le lieu lui-même est malade. Il décrit les meubles comme des estroupiés, des borniers... Des manchots. Voilà, c'est une atmosphère poisseuse et on comprend tout de suite que les gens qui vivent là ils sont contaminés par cette misère. Exactement. Et ça, en fait, c'est le manifeste du réalisme de Balzac. Il est persuadé que le milieu où l'on vit nous façonne, nous définit. La pension Vauquer, ce n'est pas juste un logis, c'est une machine à broyer les âmes, un microcosme de la société parisienne. Et dans ce microcosme, on a toute une galerie de personnages. Tout en bas de l'échelle, il y a le Père Goriot, un ancien vermicellier qui a fait fortune, mais que tout le monde méprise. C'est le souffre-douleur, quoi. On le soupçonne de se ruiner pour des maîtresses. Alors qu'en réalité, les belles jeunes femmes qui lui rendent visite, ce sont ses propres filles. Et à l'opposé du spectre, il y a le personnage le plus fascinant et le plus dangereux, Vautrin. Ah, Vautrin. Un homme d'une quarantaine d'années, une force de la nature, jovial, blagueur. Mais il a un regard qui vous glace le sang. Il observe tout, il comprend tout. Vautrin, c'est le cynisme incarné. Il voit la société pour ce qu'elle est, une jungle. Et au milieu de ces deux figures, la victime absolue et le prédateur ultime, il y a notre jeune héros, Eugène de Rastignac. Il est intelligent, ambitieux, il vient d'une famille noble mais pauvre. Il débarque à Paris et il a faim. Il veut tout. Sauf qu'il est naïf. Il pense qu'il peut réussir par le talent et le travail. Il va vite déchanter. Grâce à une lointaine cousine, la vicomtesse de Beauséant, il met un pied dans la haute société. Et il tombe tout de suite sous le charme d'une femme magnifique, la comtesse Anastasie de Restaud. Et là, c'est la première claque, la gaffe du débutant. En pleine conversation chez elle, tout fier de lui, il mentionne le nom du Père Goriot, son voisin de pension. Et d'un coup, tout se ferme. Le visage de la comtesse se fige. L'ambiance devient glaciale. Oui, il se fait jeter dehors, poliment, mais sans ménagement. Et lui, il ne comprend absolument rien. C'est sa cousine, la vicomtesse, qui va lui faire son éducation. La première leçon cruelle sur Paris. Elle lui révèle la vérité. Anastasie de Restaud, c'est la fille du Père Goriot. Et elle a une honte maladive de son père. C'est là qu'elle lui lance cette phrase terrible, qui résume tout. Le citron bien pressé, ses filles ont laissé le zeste au coin des rues. Ouch, ça me marque. À partir de là, Rastignac comprend qu'il a le choix. 2 voies, 2 pactes pour réussir. Le premier pacte, c'est sa cousine qui le lui offre. C'est la voie de la haute société, l'hypocrisie. Exactement. Elle lui dit « Oubliez Anastasie. Séduisez sa sœur, Delphine de Nucingen. C'est la femme d'un banquier richissime, mais elle n'est pas noble, et elle se meurt d'envie d'être acceptée dans les grands salons, comme celui de la vicomtesse. » Le plan est simple, utiliser une femme comme un marchepied. Voilà. C'est un crime discret, élégant, fait avec des gants blancs. C'est déjà assez cynique, mais alors il y a l'autre chemin, le pacte que lui propose Vautrin. Ah, Vautrin. Lui, il a vu clair dans son jeu. Il l'observe depuis le début. Il le prend à part et il lui fait une démonstration, implacable. Il lui explique que la société est une arnaque, que la morale, la loi, ce sont des barrières pour les pauvres. Pour les riches, il n'y a pas de règles. Il lui dit un truc du genre « Le secret des grandes fortunes, c'est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. » C'est ça.
Et il ne s'en tient pas à la théorie, il lui fait une offre concrète. Il lui montre une autre pensionnaire, une jeune fille timide, Victorine Taillefer. Son père est un millionnaire qui l'a renié et qui veut laisser toute sa fortune à son fils. Et la proposition de Vautrin est glaçante. Il dit à Rastignac, « Épousez-la, tombez amoureux d'elle, c'est facile. Moi, je m'occupe du frère. » C'est dingue. Il propose tout simplement de le faire tuer en duel par un de ses complices. Voilà. Le frère meurt, Victorine hérite de millions, Rastignac l'épouse et devient riche. Un meurtre, un mariage. Simple, rapide, efficace. Attendez, ce qui est fou, c'est que la logique de Vautrin est presque séduisante. Il déconstruit toute la morale de Rastignac. Il lui dit « Vous croyez à quoi? Au mérite? Vous allez trimer pendant 10 ans pour rien. Moi, je vous offre la fortune tout de suite. » C'est ça qui est diabolique. Vautrin est paradoxalement le personnage le plus honnête du roman. Il ne se cache pas, il dit la vérité crue, le monde est une guerre, il faut choisir ses armes. La question qu'il pose à Rastignac, c'est « Préférez-vous être un requin ou un poisson ?» Rastignac est horrifié, bien sûr. Sa jeunesse, son éducation, tout en lui se révolte. Il refuse. Mais le poison est là, dans son esprit. L'idée a été plantée, quoi. Et on le voit vaciller. D'un côté, il se prend d'une amitié sincère pour le père Goriot, il est touché par cet amour paternel absolu. Mais de l'autre, il écrit à sa mère et à ses sœurs, il leur demande de se saigner aux 4 veines, de vendre leurs bijoux pour lui envoyer de l'argent, pour qu'il puisse s'acheter des beaux habits, paraître dans le monde. Il commence lui aussi, à sa petite échelle, à presser le citron familial. Et alors que Rastignac est en plein dilemme, tout s'accélère. Coup de théâtre, la police débarque en force à la pension. Ah oui, le masque de Vautrin tombe. Ce n'est pas Vautrin, c'est Jacques Collin, un célèbre forçat évadé, surnommé Trompe-la-Mort. Il est arrêté dans une scène spectaculaire. On pourrait croire que le problème est résolu. La tentation est mise en prison. Mais pas du tout. Car Vautrin a déjà mis son plan en marche. Il a actionné des leviers que plus personne ne peut arrêter. Et même depuis sa cellule, son ombre plane. Le duel qu'il a arrangé pour le frère de Victorine a bien lieu. C'est terrible. Le mal, une fois lancé, continue sa course tout seul. Et pendant que ce drame se joue, la tragédie du père Goriot atteint son sommet. Il est dans sa chambre misérable et ses 2 filles, Anastasie et Delphine, débarquent. Pas pour prendre de ses nouvelles, non. Elles viennent parce qu'elles sont toutes les 2 ruinées, désespérées. Et elles se disputent devant lui comme des furies. Elles s'accusent, se jettent leur malheur à la figure. Le vieil homme essaye de les consoler, mais il est impuissant. Il comprend qu'il a tout donné pour rien. Et, sous le choc, il s'effondre, frappé par une attaque. C'est le début d'une agonie insoutenable. Il est sur son lit de mort, et Rastignac, qui est là, pris de pitié, essaye de faire venir ses filles. Mais elles sont... Occupées. C'est ça, le sommet de la cruauté du livre. Elles sont occupées parce que le soir même, il y a le plus grand bal de la saison, chez la vicomtesse de Beauséant. Le grand monde les attend. L'une prétend être malade, l'autre est en pleine crise avec son mari pour une histoire de robe. Le paraître est plus important que leur père qui est en train de mourir. Le vieil homme délire. Il les appelle, il les maudit, puis la minute d'après, il les bénit. Il dit des choses déchirantes. L'argent donne tout, même des filles. Si j'avais des trésors à leur laisser, elles me penseraient, elles me soigneraient. Et il meurt seul. Ou presque. Il n'y a que Rastignac et son ami étudiant en médecine, Bianchon, pour lui fermer les yeux. L'enterrement est sinistre. C'est Rastignac qui doit tout payer. Oui, avec le peu d'argent que Delphine lui avait donné. Les gendres, eux, refusent de débourser un centime. Et les filles n'assistent même pas à la cérémonie. Non, elles envoient leurs voitures vides, avec leurs armoiries peintes sur les portières. Juste les voitures. C'est d'une violence symbolique incroyable. C'est presque pire que de ne rien envoyer du tout. Après la cérémonie, Rastignac reste seul en haut du cimetière du Père-Lachaise. La nuit tombe sur Paris. Il regarde la ville qui s'illumine à ses pieds. Cette ville qui vient de broyer le seul homme peut-être vraiment bon qu'il ait connu. Et il verse une dernière larme sur la tombe de Goriot. Balzac nous dit que par cette larme, Rastignac enterre son cœur de jeune homme, ses derniers scrupules. Et là, seul, face à la capitale qui brille de mille faux, ce monstre magnifique qu'il veut conquérir. Il prononce une phrase qui est devenue légendaire. Il lance un défi à la ville entière. À nous 2 maintenant. C'est la fin de l'innocence. Le jeune homme de province est mort, un conquérant est né.
Et son premier acte, juste après avoir lancé son défi, c'est d'aller dîner chez Delphine de Nucingen, la fille de l'homme qu'il vient de mettre en terre. Alors la question reste entière, et c'est celle que le livre nous laisse en pleine figure. Quel pacte a-t-il finalement choisi? Celui de l'hypocrisie de sa cousine ou celui plus radical du crime de Vautrin? Est-il devenu un loup élégant ou un requin sanguinaire? Pour le savoir, il n'y a pas le choix, il faut le lire. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.